Bien. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. chers collègues, cher Olivier Cadic. Bonjour à vous tous. Heureux de vous retrouver par l'intermédiaire de ces images, mais heureux de vous retrouver. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bienvenue à ce webinaire. Et je suis là pour vous accueillir avec mon collègue Robert Denis Del Picchia et de nombreux participants. Je disais à Robert en arrivant, en démarrage, nous avons une visioconférence galactique parce qu'ils sont de Nouvelle-Zélande jusqu'au Canada. Donc, tous les continents sont là présents et je vous remercie en leur nom chaleureusement pour avoir accepté de vous prêter avec cet échange direct avec eux. Nous sommes également très sensibles à l'intérêt que vous avez manifesté aux problématiques des Français de l'étranger dans de très nombreuses circonstances. Et je sais que vous-même, vous avez quelqu'un proche qui vit à l'étranger. Donc, j'ai personnellement pu constater dans de nombreuses occasions pendant mon mandat et souvent à travers d'initiatives bien concrètes que vous êtes là présents proche de nous. Donc, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, de nombreux, alors à la fois des élus de terrain aguerris, remarquables par leur engagement au service de nos compatriotes, parfois dans des conditions pénibles, parfois paisibles aussi, et aussi des personnes qui se sont engagées, qui cherchent à s'engager à leur service. Et donc, ils ont préparé, ils vont vous poser des questions sous tous les angles, je vous l'ai dit, sous toutes les latitudes, mais ces questions soulignent ce qui intéresse les Français de l'étranger et elles concernent l'intérêt général, ce qui n'exclut pas parfois un petit parti pris local, ça on peut le comprendre. Mais ils ont préparé quelque chose qui est au sens de l'intérêt général des 2,5 millions de Français qui vivent hors de France. Et donc ils sont contents de pouvoir s'adresser directement à vous dès aujourd'hui. Donc, sans esprit partisan, parce que Robert porte ça, ce côté indépendant pour les Français de l'étranger, et donc il a d'ailleurs, j'ai beaucoup infusé, il m'a fait évoluer aussi moi-même pour avoir cette vision tout le temps indépendante, sans avoir de vision partisane. Et quand j'ai parlé avec Robert de cette idée que je voulais faire de vous permettre d'avoir une rencontre avec des gens du monde entier simultanément, Robert m'a dit, tu vois, il faut quand même que ça ait de la hauteur. Et il m'a donné une question en exemple, il m'a donné un exemple et j'ai dit, ça serait vraiment extraordinaire d'avoir ça comme première question pour ouvrir cette visioconférence. Donc, je te propose, Robert, vice-président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, si tu veux bien, d'ouvrir cette visio et de poser la première question au président Larcher. Je te remercie. Merci, mon cher collègue, mon cher Cadic. Écoute, moi, je voudrais dire au président d'abord que je suis heureux d'être à côté de lui et à côté de toi et à côté de tous tes amis et des gens qui viennent un peu du monde entier nous rejoindre sur cette visioconférence. Alors d'abord, je voudrais dire à Gérard, mon cher Gérard, je me suis rendu compte auprès de mes collègues français de l'étranger que tu es quand même une personnalité marquante. Pourquoi? Eh bien parce que pour eux, la plupart d'entre eux, tu es un pilier solide pour ce qui concerne les Français de l'étranger, dans les infrastructures d'une part, mais aussi dans ce qu'on appelle tout simplement les grandes chambres et la fonction et le fonctionnement de l'État. Tu es un pilier qui apparaît solide, pourquoi? Eh bien parce que tu es toujours la personne qui calme un peu la situation lorsqu'elle dérape un petit peu, qui essaie d'être au-dessus de la mêlée lorsqu'il y a des affrontements, mais que tu calmes généralement assez bien. Alors, moi, je voudrais te dire qu'on a des problèmes en France. Moi, j'en vois quelques-uns. Problème de sécurité. Tu as été marqué près de chez toi récemment par des attentats. On a des problèmes de fonctionnement. On a des problèmes qui touchent un peu tous les domaines et qui affolent, entre guillemets, un peu nos Français de l'étranger.
Ce problème de sécurité, on le voit venir déjà depuis pas mal de temps, et de plus en plus en France, on voit des attentats tous les quelques jours, et qui nous inquiètent. Ce qui se passe également, c'est ce flou politique actuel. Sans attaquer aucun des partis de ce qui se passe actuellement en France, on peut dire quand même qu'il y a des incertitudes qui apparaissent, il y a des divergences qui apparaissent dans les partis. Alors à un moment, on voit que ça va d'un côté, puis après ça revient. On a un peu un flou aussi en ce qui concerne les grandes décisions. Est-ce qu'il y aura le Conseil constitutionnel? Est-ce qu'il ne sera pas? Est-ce qu'on le dit une fois qu'il le sera, une fois il ne le sera pas? Là, c'est le président de la République qui avait pris position. Alors, dans tout ce qui se passe en France, on se demande un peu à l'étranger, et nous alors, quid de notre avenir, de ce qui va se passer? Alors, tu as eu plusieurs interviews et conférences où tu as parlé, on t'a questionné sur tous les problèmes qui existent à l'étranger, les problèmes techniques, sécurité sociale, machin, les bourses et tout ce qu'on veut. C'est bien que nos collègues se préoccupent de ça. Ce que je voudrais ce soir, pour lancer cette discussion, Olivier, ce que je voudrais, c'est mettre un peu les choses un peu au-dessus et te demander, devant tout ça, toi qui es presque le président des Français de l'étranger, on pourrait dire, oui, mais alors quoi, président? Qu'est-ce qui va se passer? Comment on doit voir l'avenir, nous, Français de l'étranger, dans nos relations avec la France et sur ce qui risque de se passer ou qu'on peut supposer qu'il peut se passer? Qu'allons-nous faire? Un présentateur d'une chaîne de radio dit le matin, voilà, demain, le monde aura changé, on va vous le raconter. Alors moi, j'aimerais, Président, que tu nous racontes un peu le monde de demain pour les Français de l'étranger, comment tu le vois, comment nous devons le voir, à quoi devons-nous nous préparer, si nous pouvons, et si on peut nous donner ces conseils. Merci beaucoup. D'abord, merci à Olivier Cadic pour cette introduction. Et je suis très heureux de retrouver Robert Del Picchia à ce moment-là, puisque depuis tant d'années, il représente les Français établis hors de France. Il le fait avec ses convictions, son indépendance, mais aussi sa loyauté et sa fidélité. Et Robert, on se téléphone en ce moment, il a connu des périodes très difficiles et il n'a jamais cédé, il n'a jamais renoncé. Et je dois dire que, au fond, Robert, c'est un exemple pour nous, c'est une référence. C'est aussi une référence pour nos compatriotes établis hors de France qu'il représente depuis tant d'années. Vraiment, je le dis avec sincérité, avec amitié, dans la filiation et le compagnonnage que nous avons ensemble, cher Robert. Alors, je ne sais pas si je suis le président des Français établis hors de France. Nous n'avons qu'un seul président, je le rappelle, c'est le président de la République. Et il y a des institutions qui reposent sur deux assemblées, et c'est vrai que le Sénat, par, j'allais dire, son histoire même, par ses préoccupations, et vraiment parce que nous en avons eu la responsabilité depuis la 4e République jusqu'à une réforme, maintenant, il y a un peu plus de 10 ans, nous avons conservé le sentiment que vous, nos compatriotes établis hors de France, vous aviez une place particulière au Sénat, à côté de la maison des territoires. Si je paraphrasais Gambetta, le Sénat, c'est le Grand Conseil des communes de France et en même temps, le Grand Conseil des Français établis hors de France. Je complète Gambetta dans sa définition du Sénat. Alors, cher Robert, avant que peut-être nous répondions à un certain nombre de questions plus thématiques, peut-être réagir à ta question et au fond de se dire sur le sujet de fond, si nous nous interrogeons tant sur l'avenir, c'est au fond parce que, me semble-t-il, aujourd'hui, il y a une absence de perspective dans le moment présent. Et je voudrais, pour ma part, essayer de contribuer à redonner confiance. Il y a quelques années, il a siégé avec nous au Sénat. Alain Peyrefitte avait écrit un ouvrage intitulé « La société de confiance ». Il montrait que le développement des États, y compris leur développement économique, échappait au fond en partie au champ de l'économie elle-même et reposait sur le politique. C'est parce que les politiques doivent tracer des perspectives que, me semble-t-il,
nous devons rétablir cette confiance. Je crois qu'il n'y a plus de vision politique de notre destinée commune. Il y a moins d'une heure, j'étais avec un politologue que vous voyez, Pascal Perrineau, et il me disait comment on peut refaire République. Et je crois que le mot de Pascal Perrineau m'a marqué, c'était oui, un peu plus d'une heure, et je dois dire que entre la question au gouvernement d'Olivier Cadic, qui terminait nos questions au gouvernement cet après-midi, et notre rencontre, j'ai passé 1h30 avec lui pour analyser la situation politique. La France, me semble-t-il, occupe une place singulière sur la scène internationale. Et il faut poser la question, pourquoi cette place singulière aujourd'hui, elle ne semble plus tout à fait la remplir? Tout d'abord, parce que notre pays est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et croyez-moi, ça compte. Parce que notre pays est source de valeurs, qu'il s'agisse des droits de l'homme, de la préservation des biens publics mondiaux ou d'une mondialisation maîtrisée par le biais du système multilatéral auquel nous sommes restés extrêmement attachés. Et vous savez que le système multilatéral vient de vivre quand même 4 années particulièrement difficiles. Parce que notre pays dispose de son autonomie stratégique, l'arme nucléaire à des fins de dissuasion et une capacité de projection militaire à l'étranger que seul le Royaume-Uni en Europe, je ne peux plus dire le Royaume-Uni, cher Olivier, à l'intérieur de l'Union européenne, a encore, ou en tous les cas est en train de le reconstituer. Seuls les États-Unis ont des capacités de projection semblables, bien sûr avec des moyens décuplés. Je pense à cet instant, quand je parle France Projection, à nos militaires sur les théâtres d'opération qui sont à l'avant-garde pour lutter notamment contre le terrorisme islamiste ou pour veiller sur un certain nombre de routes du commerce international. Pourtant, mes chers amis, cher Robert, notre influence est bousculée. Depuis une dizaine d'années, nous ne parvenons plus, me semble-t-il, à peser vraiment sur le terrain diplomatique dans les grandes crises du moment. De la Syrie à la Libye, nous avons perdu la capacité de médiation qui faisait notre force et assurait la promotion de nos intérêts. Je l'ai mesuré récemment dans le déplacement des présidents de groupe en Arménie. Et j'ai vu que, par exemple, la coprésidente du groupe de Minsk, en se vidant de sa substance, du fait de l'attitude des États-Unis par rapport à la Fédération de Russie, avait besoin en fait d'une France qui retrouve place et influence si on veut tenter de contribuer à une solution aux portes de l'Europe, pas simplement pour l'Arménie, mais pour l'ensemble de la région. Le terrorisme, cher Robert, a choisi la France et les Français comme une de ses cibles principales. Le sentiment d'insécurité étreint notre pays. Je vais essayer de dépasser le choc du maire honoraire de Rambouillet que je suis, de ce qui s'est passé il y a maintenant plus de 2 semaines dans ma ville, qui s'était passé aussi dans mon département à Conflans-Sainte-Honorine, qui s'était passé il y a quelques années à Magnanville, mais qui nous a naturellement beaucoup touchés, mais le sentiment d'insécurité est réellement présent. La pandémie a accentué ces craintes. Nous n'avons plus de vision claire pour notre pays et pour demain. Je crois qu'on n'a plus suffisamment confiance en nous-mêmes. Et je me méfie aussi de vouloir déconstruire notre histoire. Je le dis clairement, ça n'est pas mon approche, ça n'est pas ma position. Mais au fond, je refuse, moi personnellement, cette fatalité du déclin. Je crois au sursaut. Nous avons tous, collectivement, les ressorts pour rebondir. D'abord, en étant plus solide au plan intérieur. Si on ne maîtrise pas les dépenses publiques, nous sommes à 62%. C'est, j'allais dire, pas normal, mais c'est compréhensible et je le partage en période de crise comme nous sommes en train de le vivre.
mais nous sommes à 62% de notre produit intérieur brut en dépenses publiques. Il nous faut reconstituer nos marges de manœuvre, reconquérir le terrain de ce qui faisait notre excellence. Je pense à la question de la recherche et de la santé. On ne peut pas rester aujourd'hui le seul pays membre du Conseil de sécurité qui n'ait pas été en capacité de concevoir un vaccin contre le Covid-19. Nous sommes le seul pays aujourd'hui. Et je le dis parce que le vétérinaire que je suis, qui a travaillé jadis avec l'Institut Pasteur, quelque part, ça me fait mal. Ensuite, je crois qu'il faut renouer avec une vision claire de nos intérêts, ce que nous devons défendre pour nos compatriotes et pour vous-même. Vous êtes très exposés. La préservation de la stabilité doit, me semble-t-il, redevenir un des principes directeurs de notre diplomatie. Et dans l'Union européenne, nous devons retrouver notre capacité à entraîner, à forger des coalitions, à définir des convergences. Ce sera un des sujets, d'ailleurs, pour la présidence française de l'Union européenne, où le Sénat aura à traiter la question de la sécurité et de la défense au travers de l'Union européenne. Au fond, je dirais qu'il nous faut retrouver le souffle, et un certain souffle que nous a fait partager le général de Gaulle et qui a été mon engagement politique très jeune, une France qui soit plus sûre d'elle-même, c'est une France qui n'a pas peur du grand large et du monde. Alors, mes chers compatriotes, je suis long, mais ça, c'est de la faute de Robert. J'avais envie de m'exprimer sur ce sujet. Alors vous, Français établis hors de France, il me semble que c'est là que vous intervenez et que votre rôle est très important. Alors que le repli est une tentation, et croyez-moi, vous le sentez bien, le repli est une tentation pour la communauté nationale, qui est en train d'ailleurs de se replier, de se fragmenter en communautés au pluriel. Oui, il me semble que vous êtes un aiguillon qui nous rappelle que le monde est une chance et que la capacité de projection de nos concitoyens reste entière. Vous rappelez aux Français vivant en France qu'ils ne doivent pas s'enfermer sur eux-mêmes. Mais la France doit aussi être à vos côtés. Elle doit renoncer à des tracasseries pusillanimes, parfois et souvent administratives, à des mesures qui ne vous mettent pas en situation d'égalité avec tous nos compatriotes, ou à des réformes qui vous pénalisent, comme ce fut le cas pour la fiscalité. La chance que représentent les Français établis hors de France, je crois qu'il faut que nous la saisissions. C'est Olivier Cadic qui aime reprendre la formule, vous êtes des Français à part entière et non des Français à part. Et j'ai envie, au travers du Sénat, qu'on s'intéresse vraiment, pas pour vous faire plaisir parce qu'on est là ce soir, mais parce que je pense que vous êtes une de nos ouvertures au monde, à un moment où la tentation, c'est le repli sur nous-mêmes, la peur. Vraiment, je le pense sincèrement. J'ai vu qu'il y avait encore un désir de France. Nous avons moins voyagé, mais je l'ai senti quand j'ai eu le dossier Caucase entre les mains. Il y a un désir de France et vous l'incarnez vraiment. Et je crois que c'est là-dessus. Et que sans doute au Sénat, au travers de la création du groupe d'études, nous voulons faire partager, au-delà des sénateurs qui vous représentent, faire partager à l'ensemble de l'Assemblée que c'est une chance, comme nos Outre-mer sont une chance. Nous voyons bien dans le dossier calédonien aujourd'hui qu'il nous faut réintéresser les Français par rapport à ce que nous avons vécu, Robert, il y a 2 décennies. Il y a aujourd'hui des sujets. Je pense qu'il y a une actualité pour vous. Voilà, pour te répondre un peu longuement, mon cher Robert, mais je voulais peut-être te remercier. Et peut-être on va rentrer dans les dossiers techniques, mais ça me permet, cher Olivier, d'exprimer ce que nous pourrions imaginer pour les temps qui viennent au Sénat. Bien sûr, la maison des territoires, mais aussi la maison de nos compatriotes établis hors de France, pour nous empêcher de nous replier sur nous-mêmes et de nous renfermer sur nos problèmes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je pense que vous avez une formule qui pourra faire un titre pour, je pense, la conférence sur laquelle je crois qu'il y aura un consensus total. C'est « Le monde est une chance ». Vous avez un slogan. Et donc, ça va nous permettre de passer aux questions thématiques où donc chacun va pouvoir vous poser une question. Je vais me prêter un exercice. Je vais
peut-être un peu vous imiter, comme vous le faites lorsqu'on vous laissez les questions au gouvernement, de rappeler que nous sommes tous pris par un timing, que chacun a un timing très minuté et que c'est nécessaire parce que nous sommes très nombreux, vous êtes très nombreux à vouloir poser des questions et je vous remercie parce qu'elles sont très variées. Donc sans plus attendre, nous allons commencer avec donc le premier thème qui concerne la place des Français de l'étranger dans l'édifice institutionnel avec deux intervenants et le premier, Georges Francis Saint-Gris, conseiller des Français de l'étranger en Belgique à Bruxelles et qui a été aussi vice-président de l'Assemblée des Français de l'étranger. Georges Francis. Oui, bonsoir Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Président. Je vous remercie d'avoir accepté cet échange qui est très important pour nous, pour les raisons que vous avez soulignées, sur lesquelles je ne reviendrai pas. D'ailleurs, nous avons déjà eu l'occasion, vous et moi, d'échanger à plusieurs reprises dans le cadre de l'Assemblée des Français de l'étranger. Permettez-moi juste un instant de saluer le sénateur Del Picchia et le sénateur Cadic. Et voilà, ma question de ce soir pose sur la question, donc, et la suivante, pardon, je bafouille. Ma question porte sur l'élargissement souhaitable du champ des compétences des élus de terrain que nous sommes. En effet, ne serait-il pas plus logique que le sujet de la compétence soit de la compétence des Français de l'étranger et que celle-ci soit débattue au Sénat dans le cadre d'une loi spécifique. Merci Georges Francis. Et donc la deuxième question est de Michel Ménini, conseiller des Français de l'étranger en Argentine, Buenos Aires. Là, on fait un grand voyage. Merci encore Georges Francis. Oui, Monsieur le Président, bonjour ou bonsoir, on est un peu perdu. Je salue les sénateurs Del Picchia et Cadic, ainsi que tous mes collègues. Ce n'est pas tous les jours qu'on a... C'est peut-être l'avantage un peu de ce changement avec les visioconférences. On est connecté avec le monde entier. Donc, ma question porte sur nos représentants au Sénat. Les sénateurs représentent les Français établis hors de France, représentant les Français établis hors de France et travaillent à l'échelle du monde, tandis que les députés sont répartis en 11 circonscriptions. Est-ce, selon vous, Monsieur le Président, un avantage ou un inconvénient? Merci. Monsieur le Président. Bon, à moi. Oui. D'abord, en saluant le président Saint-Gris et Michel Ménini, qui est en Belgique, qui est à Buenos Aires. D'abord, je le disais tout à l'heure, les Français, on disait à l'époque de l'étranger, sont représentés au Sénat depuis la 4e République. Les 12 sénateurs qui vous représentent sont des élus importants dans notre institution. Ils vous défendent, ils sensibilisent les autres sénateurs à votre situation, ils apportent sur la situation en France leur propre regard et un regard singulier. Parce qu'ils sont pleinement sénateurs de l'ensemble de la République, comme les sénateurs du département des Yvelines se préoccupent des Français établis hors de France. Vous avez évoqué la question, et c'est à Michel Ménini d'abord que je réponds, des circonscriptions qui existent pour les députés, non pour les sénateurs. Moi, je pense que la qualité principale pour un élu est d'être proche des préoccupations de ses concitoyens. J'ai le sentiment qu'il n'y a nulle difficulté à être en proximité pour nos sénateurs qui ont le monde entier en partage par rapport à un député. Quand je vois la proximité des questions qu'ils posent, leur présence, je me dis que si nous organisions par circonscription, nous n'y gagnerions pas beaucoup. Je suis que la représentation irrigue le mandat des sénateurs élus par les conseillers des Français de l'étranger, eux-mêmes placés aux côtés de nos concitoyens. Il me semble qu'ils peuvent avoir cette vision d'ouverture au monde que j'évoquais tout à l'heure. Si je prends l'exemple de la proximité de l'écoute, je reviens au Sénat, la loi relative aux Français établis hors de France, sous la forme d'une proposition de loi votée le 19 mai 2020, c'est en fait une loi qui traite méthodiquement des sujets, des préoccupations des Français établis hors de France pour y apporter des solutions, qu'il s'agisse de la fiscalité, de la représentation, de l'aide sociale, des mécanismes de solidarité, et qui établissent que c'est bien
le Sénat, qui est la maison des Français établis hors de France. Et donc, je ne vois pas d'antagonisme au fait que nos sénateurs aient une représentation mondiale. Je le dis pour l'ensemble du monde. Je viens à la question du président Singh. C'est le Sénat qui, dans ce texte que j'évoquais en 2020, s'est attaché à étendre les prérogatives des conseillers des Français établis hors de France. Et là, il a fallu se battre contre l'inertie. On ne peut pas dire que le gouvernement était dans un enthousiasme fou. Le rôle des conseillers des Français établis hors de France, c'est d'autant plus important, me semble-t-il, dans un contexte, j'y reviendrai tout à l'heure, de contraction du réseau consulaire. Aujourd'hui, le réseau consulaire ne peut plus apporter l'assistance ou l'accompagnement nécessaire à nos compatriotes établis hors de France partout. Et les élus des Français sont plus que par le passé conduits à suppléer les carences d'un réseau consulaire amoindri. Ils apportent une connaissance des personnes, de leur situation. L'administration a son rôle à jouer, mais vous êtes souvent amenés à aider l'administration. Votre légitimité et votre action, puisque vous aspirez à représenter vos collègues, vous êtes en fait des élus de la République. Et je reviens au statut, président. Votre statut n'est pas en adéquation avec votre rôle. Ça, pour qu'on soit clair. La présidence des conseils consulaires sera désormais assurée par un conseiller des Français établis hors de France. Il s'agit d'une évolution importante. C'était en effet la seule organisation qui était encore présidée par un haut fonctionnaire de l'État. Ça nous rappelait une période qui ressemblait plus à la période napoléonienne. Mais cette évolution, vous la devez, je le dis tout de suite, à nos familles politiques de la droite et du centre qui ont bataillé pour obtenir ce résultat. Ce résultat, c'est le résultat de la bataille des familles politiques et des sénateurs. Et je rappelle qu'il a fallu une année pour que l'Assemblée nationale adopte cette décision. Mais il a fallu le travail en commission mixte paritaire. Et je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Certains de vos collègues avaient évoqué auprès de moi, et Olivier Cadic et Robert Delpicchia vont s'en souvenir, la possibilité qu'on ait un statut comparable au statut des élus locaux. Et il y avait même le désir de se rapprocher d'un statut proche de ce que l'Association des maires de France peut porter. Je crois que c'est un chemin. Je ne suis pas certain qu'on puisse totalement comparer. Je ne vais pas vous dire ça pour vous faire plaisir, mais je pense, je me tourne vers Olivier Cadic et Robert Delpicchia, je pense qu'il faut qu'on travaille sur cette question, car il ne suffit pas aujourd'hui de présider les conseils consulaires. Je crois qu'il faut qu'on ait une reconnaissance, parce que quand je vois qu'il n'y a même pas la reconnaissance en matière d'assurance, en matière de port des insignes, vous savez, il y a des réalités comme ça, il faut qu'on continue à progresser. C'est en tous les cas un engagement que je peux prendre avec vos collègues, de faire avancer ce sujet, pour lequel vous m'avez saisi ce soir, mais d'autres collègues et d'autres de vos collègues m'ont saisi aussi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et effectivement, il me revient l'idée de Christian Cointat avec sa collectivité d'outre-frontières, dont il nous parlait beaucoup et qui nous a aussi fait réfléchir pendant longtemps. On va passer à un nouveau thème qui concerne la sécurité des Français à l'étranger au sens large, la sécurité face au risque terroriste, mais c'est aussi la sécurité sanitaire. Et pour ce thème-là, nous avons 4 intervenants. Et nous allons commencer par Nicolas Arnulf de Rabat, au Maroc. Monsieur le Président, messieurs les sénateurs, chers amis, bonjour. Je suis chef d'îlot depuis maintenant près de 10 ans à Rabat, au Maroc. Ma question porte en conséquence sur notre dispositif d'îlotage. En cas de danger ou de crise, chaque chef d'îlot est en charge d'un groupe de ressortissants en lien avec le consulat. Divers endroits dans le monde, aujourd'hui, sont dépourvus de chefs d'îlot et nombre de compatriotes, malheureusement, ne connaissent pas qui est leur chef d'îlot. Ma question est la suivante. Selon vous,
les conseillers des Français de l'étranger ne pourraient-ils pas avoir un droit de regard sur ce dispositif d'îlotage, chaînon essentiel des relations entre le consulat et les résidents français, d'autant plus que nous sortons d'une crise et nous avons eu vraiment quelques soucis en la matière. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. La question suivante est de Rosiane Umbo Verde, élue conseillère des Français de l'étranger à Bahreïn et Qatar. Rosiane. Bonsoir à tous et un salut particulier à messieurs les sénateurs Delpica et Cadic. Et je vous remercie aussi, monsieur le président du Sénat. On vous entend mal. Vous m'entendez davantage? Un peu plus fort, oui, si ça ne vous ennuie pas. Alors, oui, bien sûr, avec plaisir. Oui. Alors, bonsoir à tous, disais-je. Un salut à messieurs les sénateurs Delpica et Cadic pour l'organisation de cette réunion et à mes remerciements, monsieur le président du Sénat, de nous recevoir ce soir. Ma question porte sur la sécurité de nos compatriotes installés à l'étranger face au risque d'attentat. On observe que les expatriés israéliens ou américains disposent partout dans le monde d'un très haut niveau d'alerte et d'information. Ne pourrait-on pas offrir aux Français un niveau de sécurité équivalent ou approchant? Merci. Merci beaucoup, Rosiane. Maintenant, la question suivante est Jean-Marc Beignet, conseiller des Français de l'étranger au Chili, à Santiago du Chili, qui est aussi président des conseillers du commerce extérieur au Chili. Bonjour, Monsieur le Président, sénateur Cadic, sénateur Delpica. Merci de nous avoir donné cette opportunité de dialogue direct qui n'est pas toujours facile. Alors, je vais parler au nom des pestiférés ou des exilés fiscaux, puisque je suis quand même assez surpris d'avoir vu le Chili, entre autres, mis en zone rouge par rapport à la possibilité de voyager en France avec des quarantaines obligatoires, alors que c'est un pays qui est en train de s'en sortir avec un taux de vaccination qui est quand même record. Et donc, ma question vient sur le fait que beaucoup de pays n'ont pas accès aux vaccins qui sont reconnus en Europe, ont accès en revanche à des vaccins qui sont chinois ou des vaccins qui sont russes. Et la mise en place du passeport sanitaire dont l'Europe parle, qui aujourd'hui ne prend en compte que les vaccins autorisés par l'Agence européenne des médicaments, comment seront considérés d'autres vaccins qui sont aussi performants, mais qui ne seront peut-être pas encore reconnus à l'époque, par exemple, des vacances du mois de juin ou juillet, quand tout le monde souhaitera retourner dans son pays pour éviter des quarantaines obligatoires. Merci Jean-Marc. Et je pense que tu n'es pas le représentant des exilés fiscaux, on a bien compris que ta langue avait fourché, donc je le corrige tout de suite. La question suivante est de Laurence Elaili, en Irlande, à Dublin, la conseillère des Français de l'étranger, vice-présidente du Conseil des Français, du Conseil des Français de l'étranger en Irlande. Laurence, c'est à toi. Bonsoir, Monsieur le Président. Donc, bonsoir, Olivier, et bonsoir, Monsieur Delpica, mes collègues. Ma question porte sur la libre circulation en période de crise sanitaire. Je voudrais savoir si, pour vous, il vous paraît acceptable qu'au sein de l'Union européenne, un pays, donc l'Irlande, exige une quarantaine payante et obligatoire à l'arrivée sur son sol depuis la France, ainsi qu'un motif impérieux aux Français qui veulent rentrer dans leur pays sans même définir cette liste de motifs et justificatifs qui s'y sont associés. Est-ce que ce ne serait pas, dans l'Europe, une entrave à la liberté de circulation? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois que vous avez vu, le champ de la sécurité est vaste. Bon courage. Sécurité générale, sécurité sanitaire, libre circulation. La question est posée en Europe, mais je vois aussi que les sujets sont importants, parce que du vu du Chili, nous allons aborder un débat, Olivier Cadic, sur le pass sanitaire, et je vais y revenir dans quelques instants. Votre inquiétude en termes de sécurité est assez générale, à l'exception peut-être, soyons clairs, de pays de l'Union européenne et de quelques autres pays. Parce que les Français à l'étranger peuvent être des cibles, comme vous l'avez évoqué, les ressortissants américains, israéliens ou d'autres nationalités, essentiellement occidentales.
il est essentiel que les précautions soient prises, notamment en cas d'urgence, en matière de regroupement et éventuellement d'évacuation. J'ai bien entendu le chef d'îlot, Nicolas Arnulf, nous faire part à la fois de son expérience de chef d'îlot et en même temps de dire, je ne suis pas certain que tous les Français établis connaissent leur chef d'îlot. Je crois que ça rejoint sur l'affaire du droit de regard. Il me semble, mais je suis prêt à ce qu'on me donne des exemples contraires, que dans la majorité des cas, c'est un point que nous avons fait, les dispositifs de sécurité sont élaborés par les ambassades en concertation avec vous, les élus, les Français de l'étranger, avec les proviseurs des établissements scolaires. C'est un point sur lequel nous avons vérifié, avec les chefs de service, mais aussi avec les directeurs d'instituts culturels ou d'alliances françaises. Et que s'il y a des endroits où il y a des dysfonctionnements, je pense vraiment, ce sera un des rôles d'ailleurs du Conseil consulaire, il faut nous saisir. Et je le dis à nos collègues sénateurs, il faut me faire remonter ce genre de choses, parce que je pense, nous l'avons vu, je ne citerai pas d'endroit, dans 2 cas récemment, quand il n'y a pas de dialogue, notamment avec l'ambassade sur ces sujets-là, eh bien, on recrée les conditions du dialogue. Je pense que c'est extrêmement important. Je pense que ce point-là est essentiel. Je pense qu'il a été accompli un certain nombre de choses ces dernières années, notamment pour répondre à la réalité de l'exposition terroriste, via SMS, d'autres moyens, dans des pays considérés comme les plus à risque. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas, mais vraiment, je suis preneur, pour les temps qui viennent, d'un bilan, car ce sont des sujets sur lesquels aussi nous avons des demandes dans certaines parties de notre territoire qui, et là je parle en métropole, certains quartiers, où aujourd'hui la République n'est pas toujours au premier rang et où nous avons à créer des conditions de retour à la sécurité et à la confiance, puisque derrière la sécurité, il y a la confiance. Sur le volet sanitaire, c'est un sujet dont nous allons débattre, notamment au Sénat, et mes collègues sénateurs le savent, à partir du 18 mai prochain. Vous avez abordé une question de fond, et je crois que c'était notre collègue qui nous parlait du Chili, hein, c'est les vaccins non homologués par l'Union européenne. On pense à Sinopharm, il peut y en avoir d'autres, qui sont parfois les seuls à la disposition de nos compatriotes à l'étranger. Est-ce qu'ils seront pris en compte dans le futur passeport sanitaire de l'Union européenne? Je vous livre une conviction. Et je vais vous dire ce que j'engage sur ce sujet. Soit le vaccin reçu doit être inclus dans le certificat sanitaire mis en place par l'Union européenne. Soit le gouvernement, le nôtre, doit être en mesure de vous fournir un vaccin homologué au sein de l'Union européenne. Sinon, y compris devant le Conseil constitutionnel, nous aurons une discrimination entre nos compatriotes établis hors de France et nos compatriotes établis en France. Et vous savez qu'au Sénat, très attentif aux libertés, cette question, Olivier sourit, je le vois, mais c'est un sujet qui, pour moi, fait partie des valeurs cardinales du Sénat. Et le sujet de la discrimination, c'est un sujet majeur dont j'ai été revoir en 2009, dans la pandémie de grippe, vous vous en souvenez, H1N1. J'étais déjà président du Sénat, c'était une autre présidence. Le gouvernement avait organisé une campagne de vaccination, alors à destination des Français établis hors de France. Donc, j'ai pas l'intention, c'est en cours, de saisir le commissaire européen Thierry Breton sur ce sujet, et sur lequel je n'ai pas encore de réponse du gouvernement. Je vous le dis, je vais le faire. Ce sera fait définitivement début de semaine prochaine. Je connais bien en plus Thierry Breton, on a été ministre ensemble, il est venu me voir il n'y a pas longtemps. Et il ne nous reste qu'un mois pour réagir avant la mise en place du certificat sanitaire au cours du mois de juin.
Donc, c'est un sujet que je ne considère pas comme secondaire. Et ça doit répondre aussi à notre compatriote qui nous parle d'Irlande. Parce que je vois bien le sujet qui est posé, d'abord sur le coût. Eh oui, qui est demandé. Et le sujet aussi, c'est une entrave à la libre circulation. Alors, la libre circulation, elle connaît aujourd'hui un certain nombre de limites qui sont liées à des décisions sanitaires. Mais nous avons décidé ensemble, au sein de l'Union européenne, qu'il fallait qu'on franchisse ces difficultés. Et c'est le sens du passeport sanitaire ou du pass sanitaire au niveau de l'Union européenne. Donc, on va aborder ce sujet le 18 mai prochain pour la partie, j'allais dire, un peu franco-française. Mais il ne faut pas qu'on vous oublie, et je le dis à Olivier Cadic, il faut qu'à la commission des lois, je vais leur refaire une note après cet échange, et moi je compte le porter au niveau du commissaire européen, pour qu'au moment des arbitrages définitifs, on puisse, sur ce sujet, ne pas vous oublier. Et ça va concerner aussi des Allemands établis hors d'Allemagne, des Italiens établis hors d'Italie. Il y a, je crois, un intérêt commun sur ce sujet. Mais je reviens sur l'affaire du futur passeport sanitaire, sur le vaccin. Il ne faudrait pas que ça soit en quelque sorte une assignation hors de France ou hors d'Europe pour les compatriotes établis hors de France. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et je peux témoigner de la manière dont vous défendez les libertés publiques et la vision que vous incarnez dans ce domaine, qui est très inspirante quand on arrive au Sénat et que l'on partage avec plaisir. Le nouveau thème dont on va parler maintenant concerne la binationalité. Qu'est-ce qu'être français de l'étranger? Et pour ce sujet, nous avons 3 intervenants. On va commencer par Ahmed Eni, conseiller des Français de l'étranger à Oran, en Algérie. Ahmed. Bonsoir. Oui, merci de me donner la parole. Bonsoir. Monsieur le Président Larcher, Messieurs les sénateurs Cadic et Delpiquia, que je vois pour la première fois, sénateur Delpiquia, ça me fait plaisir. Je salue aussi mes collègues conseillers des Français de l'étranger. Ma question porte sur une problématique liée à nos racines nationales. Un exemple, les Franco-Algériens résidant en Algérie se trouvent dans une situation plus qu'ambiguë, pour ne pas dire inconfortable, compte tenu du poids de notre histoire commune, souvent galvaudée de part et d'autre, pour de multiples raisons. Comment pourrait-on faire évoluer les choses positivement, compte tenu de la complexité de la relation historique entre la France et certains pays comme l'Algérie, mais aussi le Cameroun ou encore la Chine? Je vous remercie. Merci beaucoup, Ahmed. La question suivante est portée par Geneviève Suberville, conseillère des Français de l'étranger pour le Mexique, à Mexico, et conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger. Dites Minouche, donc c'est comme ça. Oui, bonjour. Oui, on m'appelle comme ça, Minouche. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur le Président. Merci aux sénateurs Cadic et Delpiquia de cette opportunité de nous réunir et bonjour à mes collègues. Ma question porte donc sur la binationalité. Comme vous le savez, sur les 3 millions de Français à l'étranger, nous sommes de plus en plus de Français binationaux. Être Français à l'étranger lorsqu'on est binational n'est pas toujours exempt de difficultés ou de risques. Souvent, peu sont pris en compte, même par nos institutions, alors même que certains font de gros efforts pour maintenir la langue française et le contact avec la France. Comme vous l'avez dit, ils ont un désir de France. Et pourtant, nous sommes une richesse par notre double culture, par nos connaissances des us et coutumes locales, par nos contacts dans nos pays d'accueil. Selon vous, quel message doit-on délivrer aux Français de la seconde, troisième ou quatrième génération, comme ceux d'Amérique latine que je représente? Merci. Merci, Minouche. La question suivante est de Ana Fabia Ferraz-Martins, qui est au Brésil, à Curitiba. Ana Fabia. Oui. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, sénateur Cadic, sénateur Delpiquia. Merci d'organiser cette visioconférence. Ma question porte sur la langue française, puisque le 2/3 des enfants binationaux nés en Amérique latine ne parlent pas notre langue. Ne pourrait-on pas se fixer
comme enjeu national que tous les enfants français dans le monde puissent bénéficier d'une solution pour pratiquer le français, le progrès de chacun sera contrôlable par des tests réguliers. Je vous remercie. Un vrai enjeu, Monsieur le Président. La question de bination. Bon, on est sur des sujets de fond là aussi. D'abord, sur la nationalité. On vient de fêter le bicentenaire de la mort de Napoléon. Je ne sais pas si on l'a fêté, on l'a commémoré en tous les cas. Et je rappelle que c'est à ce moment-là qu'il a voulu que la nationalité soit comme un patrimoine qui se lègue même hors de France. Et j'ose le citer, il disait « pour étendre l'empire des lois françaises dans le monde ». Ça mérite d'être rappelé, mais on voit bien les héritages du code, de l'organisation dans un certain nombre de pays. Certes, les temps ont changé. Les communautés françaises établies à l'étranger aujourd'hui sont plus diverses qu'elles ne l'étaient alors. Les Français installés à l'étranger depuis plusieurs générations côtoient les jeunes partis découvrir le monde, des cadres présents pour quelques années seulement dans un pays, les migrants français allant de pays étrangers en pays étrangers au cours de leur carrière professionnelle. Il y a des profils très, très divers. Concernant plus spécifiquement la question des binationaux, je rappelle que les binationaux en France sont considérés comme des Français à part entière et ils bénéficient des mêmes droits et ils ont les mêmes devoirs que toute la communauté nationale. C'est vrai que la situation est variable dans un certain nombre de pays. Dans certains pays, ça a été évoqué du fait de l'histoire, la binationalité est parfois perçue avec défiance, ce qui ne me paraît pas acceptable. Je pense que la binationalité a sa place dans le dialogue bilatéral politique entre les autorités des pays des deux nationalités. C'est ainsi que les situations pourront évoluer positivement. Les binationaux français vivant à l'étranger doivent être à la fois des citoyens à part entière du pays dans lequel ils résident, lorsque c'est celui de leur nationalité non française. Honnêtement, ce sujet, je le comprends particulièrement dans le cas de l'Algérie. Notre compatriote le sait peut-être, quelles que soient les vicissitudes, les difficultés, les moments, le Sénat entretient avec le Conseil de la nation algérienne des relations partagées. Nous sommes en train même, dans ces temps difficiles, cher ami, de mettre en place une commission mixte avec la Commission des affaires étrangères, et c'est un point important. Et je me propose, puisque je ne sais pas quand encore, parce que les temps sont difficiles, je dois coprésider une réunion de cette commission mixte avec le président Boudjil. Je me propose que nous traitions tranquillement, sereinement, de la situation, notamment avec l'Algérie. Je l'inscris dans mes tablettes. Et j'ai demandé d'ailleurs tout de suite au diplomate qui n'est pas loin de moi de l'inscrire dans les tablettes. Et je me propose à chaque déplacement que nous ferons, et en lien avec mes collègues sénateurs des Français établis hors de France, que nous regardions s'il y a des difficultés ou non en direction de l'exercice, en quelque sorte, du droit à la binationalité. Mais en tous les cas, pour l'Algérie, je le dis, je l'inscris parmi les sujets, parce que je vois bien, nous sommes attentifs aux binationaux algériens et français résidant en France. C'est un sujet que j'ai abordé il y a peu de temps avec l'ambassadeur d'Algérie en France. Il y a très peu de temps, n'est-ce pas? Et je vous le dis, il y a moins d'un mois. Je pense qu'il faut que je le porte de l'autre côté en vous écoutant. Voilà. Alors maintenant, deuxième, troisième génération, apprentissage de la langue. Parce qu'au fond, quand même, il faut entretenir le lien avec la France. Et le lien avec la France, c'est bien sûr la langue, c'est aussi l'enseignement. Sur l'objectif que tous les enfants français
dans le monde puissent bénéficier d'une solution pour pratiquer le français, c'est un bel objectif. Je ne suis pas certain, par les temps qui courent, qu'on ait des moyens suffisants et un réseau plus étendu dont celui dont nous disposons. C'est vrai, notre collègue du Brésil le disait, au fil du temps, s'il n'y a pas d'attache particulière avec la France, de déplacement en France, de contact avec de la famille établie en France, les liens ont tendance à se distendre. Et si on ne parle pas la langue, au moins un moment à la maison, Olivier parlait de mes liens, moi, j'ai une fille qui était au Venezuela avec des enfants petits. Bon, le Venezuela, ce n'est pas un long fleuve tranquille, hein. Je ne vous fais pas de dessin aujourd'hui. S'il n'y a plus de lien linguistique dans une génération ou deux, et il y a aussi une responsabilité, je me permets de le dire, des familles, car nous demandons des moyens, il y a aussi une responsabilité des familles, je le dis par rapport à ce que j'ai vécu, parce que c'est une richesse d'être un moment à l'étranger, d'avoir même épousé un Vénézuélien, je ne veux pas vous raconter la vie de ma famille, mais cette richesse, c'est l'échange de la langue qui, à un moment aussi, permet de comprendre des valeurs et parfois de partager certaines difficultés et de les faire avancer. Je crois que c'est un sujet, vous savez, c'est une richesse et c'est les limites aussi de la transmission automatique par filiation. On a une richesse de la transmission par filiation et on voit bien que si on n'entretient pas la filiation, et notamment par la langue et l'enseignement, bien à un moment, on aura la limite de la filiation. Donc, voilà, je voulais que des réflexions. Pardon de ne pas vous apporter de solutions. Par les temps qui courent, elles ne sont pas faciles à apporter. Elles sont des réflexions collectives qu'on doit mener. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, c'est un vrai enjeu, un vrai défi aujourd'hui que de vouloir que tous les Français de l'étranger parlent le français. Ouais. Effectivement, une mission à laquelle c'est pas simple. On est tous d'accord pour dire que ça devrait l'être, mais c'est une autre chose. La frontière colombienne, c'est pas facile. Hein, voilà. On peut le concrétiser. Le thème suivant concerne le devoir de mémoire et la façon dont les Français de l'étranger peuvent participer pour l'entretenir. Et la première intervenante, c'est Madeleine Ben Nasser, conseillère des Français de l'étranger à Tunis, pour la Tunisie, et conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger. Madeleine, si tu es là. Oui, bonjour. Bonjour, Président. Bonjour, Olivier. Bonjour, Robert. Ça me fait très plaisir et bonjour, vous, dans le monde entier. Voilà, moi, je suis donc en Tunisie et c'est un pays qui était francophone. Il ne l'est plus. Les françaises ne diffusent plus en français. Les enfants ne sont pas, tous les binationaux ne sont pas scolarisés dans les écoles du réseau, AEFE. Et je rejoins ma collègue Ana Fabia Ferraz-Martins qui précise que beaucoup d'enfants ne parlent pas, beaucoup de Français ne parlent plus la langue. Non seulement ils ne parlent plus la langue, mais ils n'ont avec la France qu'un document d'identité qui leur permet de ne pas avoir à franchir les mers dans des bateaux où ils risquent de couler. Ça leur évite le visa. Et moi, je pense, Président, qu'il est très important de permettre à ces générations de jeunes d'avoir un lien, disons, un moment dans leur vie, un moment officiel qui leur présente les valeurs de la France. Vous en parliez tout à l'heure, vous les évoquez. C'est très important. Et la JDC qui a été supprimée sous prétexte qu'il n'y avait pas d'argent, eh ben moi, je trouve que ce n'est pas vrai. C'est simplement de la mauvaise volonté. Et je trouve qu'il est très dommage parce que c'est pour avoir assisté à de nombreuses reprises à JDC, je me suis rendu compte de l'impact que ces militaires qui présentaient, ces professeurs d'histoire qui présentaient la France faisaient comme un émerveillement, provoquaient comme un émerveillement et une prise de conscience chez ces jeunes qui, sans cela, n'ont qu'un document d'identité. Voilà, merci beaucoup. Merci Madeleine, merci beaucoup. Pour prolonger peut-être un petit peu ta question,
pourquoi ne pas donner compétence aux élus des Français de l'étranger pour organiser ces journées d'appel à la défense et donc dans leur pays d'accueil et en lien bien sûr avec nos autorités militaires. Ça pourrait être une nouvelle prérogative aussi qu'on pourrait faire monter pour les représentants des élus. C'est une autre question qui m'est arrivée. Président, c'est à vous. Alors moi, je suis favorable, je vais être clair, à l'obligation d'organiser de façon systématique la journée de défense et citoyenneté à l'étranger. Je le dis parce que pour avoir participé dans ma région à ces journées, c'est aussi un moment important. Et je pense que peut-être la portée symbolique est plus forte à l'étranger qu'elle n'est en France. Or, l'organisation de la JDC est une faculté plus qu'une obligation. Je voudrais aussi saluer le rôle que jouent un certain nombre d'associations qui entretiennent cette mémoire et le rôle aussi des anciens combattants, des enfants d'anciens combattants qui perpétuent le lien national. Et donc, il me semble que les élus doivent apporter un concours précieux pour organiser la JDC et qu'ils aident les autorités militaires et les services consulaires qui n'en ont pas toujours les moyens. Parce que je pense que la citoyenneté, c'est aussi l'affaire des élus. Alors, je propose à mes deux collègues que peut-être on fasse une note de rappel sur ce sujet et que ce soit une des responsabilités qui vous soit confiée, pas pour que les ambassades, parce que naturellement, le rôle des attachés de défense, le rôle des professeurs d'histoire ou de géographie est extrêmement important, mais aussi le témoignage des élus. Il m'est arrivé plusieurs fois dans des journées défense et citoyenneté de parler tout simplement, brièvement, mais des institutions, mais qu'ils les visualisent ces jeunes et qu'ils mesurent bien que la démocratie est portée, comme vous le faites, par des hommes et des femmes. Donc je pense que c'est vraiment un sujet, et en tous les cas, merci d'avoir rafraîchi ma mémoire sur ce sujet, parce qu'elle s'organise dans nos territoires et qu'elle devrait s'organiser peut-être encore plus à l'étranger. Et ça rejoint la question deuxième, troisième génération des binationaux. Participer à cette journée de défense et de citoyenneté, c'est aussi symboliquement appartenir à la nation française comme on peut appartenir à une autre nation. Ce n'est pas être déchiré, c'est au fond affirmer que sa binationalité, c'est une chance et qu'elle est portée totalement. En tous les cas, je le note. Merci de cette suggestion, en tous les cas de m'avoir réveillé sur le sujet. Merci beaucoup, Président. Nous allons passer à un nouveau thème donc, qui concerne le service public à l'étranger. Et le premier intervenant est Christian Kiel à Genève. Christian. Oui. Merci, Olivier. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Sénateur Del Picchia. Merci beaucoup pour ce moment d'échange. Donc, ma question porte sur les besoins des Français de l'étranger en matière d'état civil. On observe que les délais explosent depuis la centralisation des opérations à Nantes. On attend actuellement 6 mois pour la retranscription d'un livret de famille. Le lien entre les expatriés et ceux qui leur rendent service ne fait que se distendre et devient préjudiciable. La question, le Sénat ne pourrait-il pas contrôler l'efficacité de ce service essentiel? Merci pour votre réponse. Merci. On s'envole maintenant à Londres, au Royaume-Uni. Amélie Mallet. Monsieur le Président du Sénat, Messieurs les sénateurs des Français établis hors de France, Mesdames, Messieurs, ma question porte sur les démarches consulaires. En 2016, nous avons assisté à la fermeture du consulat d'Édimbourg et par conséquent à un report d'activité vers le consulat de Londres et de longs déplacements pour mes compatriotes vivant en Écosse. Ne pourrait-on pas autoriser nos consuls honoraires à réaliser des prises d'empreintes biométriques pour les demandes de passeport selon le modèle allemand? En outre, ne pourrait-on pas renouveler son passeport sans être obligé de se rendre au consulat, comme c'est le cas pour nos amis britanniques? Merci beaucoup.
Merci. Puisqu'on parle d'Allemagne, nous allons justement en Allemagne voir notre conseillère des Français établie hors de France dans la circonscription de Munich, Nadine Fugweiss. Oui, bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le sénateur Cadic et Delpicchia, cher Olivier, cher Robert. Ma question porte sur le service public à l'étranger également, puisqu'il semblerait qu'on ne peut maintenir la voilure. Peut-on imaginer en Europe une coopération plus étroite avec les autres consulats européens, tels le partage de locaux, l'assistance mutuelle, sous une forme à redéfinir? Bien, alors là, on va aller de Munich, on va aller à Hambourg. Henri Zeller, conseiller des Français de l'étranger pour la circonscription de Berlin. J'espère que le son sera un petit peu meilleur. Henri? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Olivier et Delpicchia. Ma question portera sur la réorganisation du réseau consulaire. Donc, dans la foulée de ce qu'on vient entendre, effectivement, nous, à Hambourg et Berlin, nous avons refusé la retranscription des actes à Nantes. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est à l'heure de la globalisation des échanges et de plus de mobilité internationale de nos compatriotes, la France ne pourrait-elle pas accompagner le mouvement, au fond, en transférant des ressources vers les postes éloignés des ambassades? Deuxième question, le Sénat peut-il contribuer à accélérer cette transformation de l'administration consulaire? Je vous remercie. Président. Alors, il y a plusieurs aspects. D'abord, la réalité de la réduction des moyens. La réduction des moyens a été assez drastique, puisque au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, à la fois, elle a porté sur le réseau de coopération bilatérale, démantelé et remplacé par de grands opérateurs, et sur les services consulaires. On a 331 emplois de moins en 3 ans. Je crois qu'on a été loin, qu'on a atteint vraiment un seuil bas. L'équilibre entre les fonctions consulaires, à proprement parler, et les fonctions dites d'influence ou de rayonnement dans le domaine économique et culturel, qui est un sujet au sein des consulats. Les fonctions de service consulaire ont été réduites au profit des fonctions d'influence lorsqu'il n'était pas possible pour des raisons politiques de fermer un consulat. Et sans doute cet équilibre, je rejoins la dernière question, est localement à revoir. Moi, je vous fais une proposition, mais je vais en saisir, je parle sous le contrôle du vice-président de la Commission des Affaires étrangères, cher Robert. Je pense qu'il faudrait qu'on ait un contrôle flash de la Commission sur la situation dans l'état civil. Parce qu'on ne peut pas attendre des délais aussi importants. Je pense que si nous déclenchons un contrôle flash de la Commission, donc Robert, avec ton autorisation, je me proposerai d'en parler au président Cambon à la suite de notre échange. Je ne sais pas ce qu'en pense Olivier Cadic, mais je pense qu'une petite mission de contrôle serait utile, me semble-t-il, pour que chacun retrouve, et notamment sur le recours au numérique, mais aussi la question, et j'y reviendrai, du renforcement de coopération consulaire. Je trouve cette question extrêmement importante. Je ne sais pas ce qu'en pense Robert. Tu m'entends? C'est bon? On m'a coupé le micro. Voilà, on m'a coupé le micro. Ça y est, j'ai retrouvé mon micro. En tant qu'homme de radio, ça fait du bien. Mais écoute, moi, je crois que c'est un très bon sujet pour un petit rapport que la Commission pourrait engager. Mais en contrôle flash. Dans les prochains mois. Voilà. Et Olivier, tu serais d'accord? Ah ben, c'est un vrai sujet. Et là, on a quelques pays européens là, qui ont témoigné, mais il y a d'autres pays qui ont exactement la même difficulté. Et justement, Amélie de Montchalin, à la suite des questions au gouvernement, m'a dit qu'elle s'était emparée de la question de la numérisation et donc de cette question-là. On a un contact direct avec une ministre qui a envie vraiment de faire des choses. Donc, si on avait ce rôle positif, je suis sûr qu'on pourrait avoir des avancées. Moi, je pense que sur le recours au numérique, puisque Olivier Cadic vient de l'évoquer, pour le traitement de certains documents, c'est une évolution nécessaire. L'e-administration progresse partout. Il ne faut pas se cacher les réalités.
Il s'agit d'une solution dans des cas d'éloignement pour peu que la sécurité des réseaux soit garantie aussi et qu'une aide spécifique soit apportée aux personnes qui, j'allais dire, n'ont pas accès aux services informatiques. On vient d'avoir un rapport au Sénat sur l'électronisme. Je suis persuadé que nous avons des compatriotes aussi établis hors de France qui sont dans cette situation d'électronisme. Et nous devons être extrêmement attentifs à cela. Nous l'avons chiffré dans le rapport à plus de 30% de nos compatriotes. Et peut-être que du fait de la composition, mais je pense à nos compatriotes les plus âgés, ceux qui sont en difficulté, ils ont parfois le sentiment d'être en quelque sorte piégés par le système. Voilà pourquoi il nous faut, ça ne remplace pas, j'allais dire, les services. Il faut vraiment qu'on évalue avant de mettre en place des services de substitution. En fait, on a procédé de la manière, on a supprimé le service avant de mettre en place de vrais systèmes de substitution. C'est donc un vrai sujet, mais je l'intégrerai dans la saisine parce que je pense qu'on peut le faire en même temps dans le cadre du contrôle flash. Alors, la coopération consulaire entre pays européens, sujet abordé notamment par nos amis qui sont en Allemagne. Au sein de l'Union européenne, les services à nos compatriotes devraient encore être simplifiés et les procédures harmonisées. Mais il faut d'abord mettre en place les solutions, là aussi, avant de supprimer les services. À l'extérieur de l'Union, une intégration consulaire européenne ne pourrait se faire qu'au bénéfice du service consulaire français qui continue d'exercer le plus grand nombre de fonctions qui est le plus étendu. Et je pense qu'il faut une prise en charge proportionnée des coûts au plan européen. C'est vraiment un sujet sur lequel on doit progresser en Europe. On en est encore loin et peut-être que notre commission pour l'Union européenne pourrait se poser un jour la question de ce sujet en tous les cas pour qu'on ait une réaction européenne. Voilà, me semble-t-il, mais ma conclusion, c'est que je vous propose une petite mission, pas une petite, une mission de contrôle flash sur ces sujets pour que nous puissions avoir sans délai. Et si la ministre, et je pense qu'elle veut faire évoluer notamment tout ce qui est la administration, il ne faut pas qu'on passe à côté pour nos compatriotes établis hors de France. Et pensons à l'électronisme. C'est un sujet majeur aussi. Merci, Président. Et je pense que votre réponse fera vraiment plaisir à Nadine Fulweis, qui est aussi conseillère à l'AFE et qui est membre du bureau de l'AFE, puisqu'elle a vraiment pointé du doigt cette question. Dieu sait si elle a cette vision internationale de ce sujet. On aura aussi la possibilité de nous appuyer sur les élus à l'AFE. Nouveau thème, les Français de l'étranger, ambassadeurs de l'art de vivre à la française, la question du réseau culturel, du soutien aux associations. Et pour commencer, nous restons donc en Europe. C'est Benoît Mérand, conseiller des Français de l'étranger en Roumanie, à Bucarest. Benoît. Oui, merci, cher Président, cher Olivier, cher Robert Denis, mon voisin viennois. Ma question porte sur le staff. La suppression de la réserve parlementaire a entraîné la création d'un dispositif de soutien au tissu associatif des Français de l'étranger qui s'appelle STAF. Force est de constater qu'il manque sérieusement de transparence et que les élus locaux n'ont quasiment aucune emprise sur lui. En effet, leur avis n'est que consultatif et ne reçoivent aucune explication sur le refus des dossiers qu'ils soutiennent. Peut-on envisager un autre système de soutien pour répartir les subventions publiques aux associations? Merci. Merci beaucoup, Benoît. La parole maintenant est à Hélène de Grise, conseillère des Français de l'étranger à Amsterdam, aux Pays-Bas, et conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger. Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs, cher Olivier, cher Robert, chers amis, ça fait plaisir de se retrouver en famille, je dirais. Alors, ma question porte sur la démocratie directe. Je suis tout à fait d'accord avec le constat posé par Benoît Mérand au sujet du staff, où le rôle de l'élu local est totalement ignoré par l'administration de Paris. Ne pourrait-on pas imaginer de faire voter les Français inscrits sur la liste électorale consulaire afin qu'ils choisissent eux-mêmes les meilleurs projets associatifs qui les concernent directement? Alors, je m'appuie ici sur la pratique du sénateur Olivier Cadic qui nous confiait, nous, élus locaux, la répartition de sa propre réserve parlementaire par un système de notation. Merci.
Merci Hélène. Et là, on traverse l'Atlantique. Et la DETR. Donc, au Canada, à Toronto, Marc-Albert Cormier, conseiller des Français de l'étranger pour l'Ontario. Bonsoir, Monsieur le Président, messieurs les sénateurs Cadic et Del Picchia, et bien évidemment mes chers collègues à travers le monde. Ma question se porte sur la francophonie. Les Français de l'étranger n'ont pas accès à l'excellente production audiovisuelle publique française. Les contenus sont géobloqués depuis l'étranger. À l'instar des grands projets de libre-échange économique, ne serait-il pas temps d'imaginer ou d'envisager un projet de libre-échange audiovisuel entre les pays de la francophonie? Merci. Merci beaucoup. Président. Alors, vous savez, la réserve parlementaire, elle a fait l'objet de nombreuses critiques, et pourtant, nous avions fait, et Olivier Cadic en a porté témoignage, mais nous en avions fait un outil très transparent. Nous en avions fait un outil très transparent. Et je peux dire, j'assume ma part de responsabilité parce que c'est avec les présidents de la commission des finances successifs, sous ma présidence, nous en avons fait un rapport totalement transparent, puisque, y compris les soutiens que nous apportions dans des grandes causes à l'étranger, étaient décidés par le collège des vice-présidents, de toute sensibilité politique au Sénat. C'est dire que ça n'était pas le fait de la cassette du prince qui distribuait à qui bon lui semble. À l'étranger, c'est vrai que le tissu associatif était soutenu par l'intervention de nos collègues établis hors de France, par le biais de cette dotation. Alors, le dispositif qui l'a remplacé, qui porte le joli nom de STAFF, manifestement, vous dites, c'est un dispositif opaque. Il permet, je le rappelle dans son principe, tel qu'il nous a été présenté, aux conseillers des Français de l'étranger de soutenir les associations françaises. D'ailleurs, la crise a mis en péril ce dispositif essentiel, redéploiement des crédits vers le social en 2020, sans plus de transparence d'ailleurs, réattribution de la moitié des crédits non attribués en 2021 pour soutenir les entrepreneurs français. Voilà la réalité. Vous me posez la question, dans la mesure où les 220 millions au titre de l'aide d'urgence annoncée par le gouvernement n'ont pas été annoncés par le gouvernement, n'ont pas été dépensés, on peut se demander pourquoi on est allé piocher dans les réserves du STAFF. C'est une remise en cause des délibérations des conseils consulaires par une décision de l'administration centrale. Alors je vous le dis, je pense, et ça va être l'objet d'une saisine, que en ce qui concerne le STAFF et l'aide aux organismes locaux d'entraide et de solidarité qui porte le nom de DOLES, il faut que vous soyez associés aux décisions. Et je vous le dis parce que, regardez ce qui se passe en France sur une partie de ce qui a remplacé la réserve parlementaire. La dotation pour les investissements locaux, SIL, la DETR, il y a un comité qui se réunit dans lequel sont représentés les élus, dans lequel sont représentés les élus locaux et les parlementaires des départements. Je ne vois pas au monde quoi, les conseillers consulaires, vous ne seriez pas associés à ces décisions en toute transparence. Et je peux vous dire, puisque je viens de signer dans mon département les décisions, je n'appartiens pas à la commission, c'est deux collègues qui représentent les Sénats dans sa diversité, avec les maires, nous venons de signer les décisions, et les décisions, elles sont transparentes. On explique pourquoi on soutient tel projet, pourquoi on soutient telle association, telle école, tel objectif. Donc je pense, et je dois vous dire que je vais en saisir le ministre, parce que je n'avais pas mesuré tout à fait. Un mot sur la francophonie et sur l'accord de libre-échange en matière audiovisuelle au sein de l'espace francophone. Est-ce qu'on peut parvenir à une forme d'accord de libre-échange? Je ne suis pas certain que le terme libre-échange soit adapté, alors que notre pays, comme l'Organisation internationale de la francophonie, a été un des principaux partisans et artisans de la Convention de l'UNESCO de 2005 sur la diversité des expressions culturelles. Cette convention crée une exception pour tous les biens culturels
y compris les biens audiovisuels qui ne sont pas considérés comme des biens marchands. Donc ça, il faut le prendre en compte. Mais je partage votre constat qui est la complexité pour certains de nos compatriotes d'accéder dans un certain nombre de pays à la production audiovisuelle publique française notamment, voire à une production audiovisuelle francophone. On ne la limite pas à la seule France, on est bien d'accord. Du fait de géoblocage, pas d'accès en dehors de la France, sauf peut-être pour France 24. Je vais, puisque je vois Delphine Ernotte bientôt, si vous en êtes d'accord, avec nos collègues de la Commission des affaires culturelles, moi je propose à nos collègues d'aborder ce sujet très directement, moi, puisque je le mettrai dans mes tablettes des échanges. J'ai les sujets outre-mer, notamment, vous le savez bien, j'ai des sujets et je n'avais pas ce sujet. Merci de me l'avoir apporté en quelque sorte. Et je fais signe à mon collaborateur qui note pendant ce temps-là, pour que les engagements soient tenus. Voilà. On n'en doute pas, Monsieur le Président. Le nouveau thème concerne donc la contribution des Français de l'étranger au rayonnement économique de la France. Et on va commencer par Tania Bricard, conseillère des Français. Français. On vient d'évoquer le libre-échange, donc ça va être ça, quoi. Hein? Exactement, on y vient. Avec donc Tania Bricard, conseillère des Français de l'étranger à Quito, en Équateur. Tania. Merci. Bonsoir, Monsieur le Président, sénateur Cadic. Depuis Quito, Équateur, sénateur Cadic, sénateur Del Piquia, merci pour votre soutien, chers collègues. Ma question porte sur les entrepreneurs français à l'étranger. En cas de circonstances exceptionnelles comme une pandémie ou une catastrophe naturelle, comme je l'ai vécu en 2016 en Équateur, qui mettrait en péril leur activité, les TPE et les PME des droits locaux détenus par des entrepreneurs français à l'étranger, ainsi que les filiales françaises de TPE-PME à l'étranger, ne devraient-elles pas pouvoir bénéficier d'un accès facilité au crédit par le biais des garanties offertes par l'Agence française de développement AFD. Merci. Merci Tania. L'AFD que nous étions allés voir ensemble à Quito. Nous passons maintenant, nous retournons au Canada, à Montréal, cette fois Lilian Largier. Lilian. Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs Cadic et Del Piquia, chers collègues, ma question porte sur le libre-échange qui permet aux producteurs français de travailler à l'international. Je vous avoue que je suis inquiet suite aux débats qui ont lieu à propos du CETA. Ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada a largement prouvé ses avantages pour les produits français. Pensez-vous qu'il existe un risque de voir le Sénat français s'opposer à la ratification du CETA? Merci beaucoup. Et nous retournons, merci Lilian, nous retournons maintenant en Amérique latine, Vincent Cissé à Lima, au Pérou. Bonsoir Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs Cadic et Del Piquia, bonsoir à tous les participants. Ma question porte sur la diplomatie économique. Je vends des produits français au Pérou où nous avons un accord de libre-échange qui a été signé en 2013 avec la Colombie et l'Équateur et avec l'Union européenne. Et également, l'Union européenne envisage de signer un accord commercial avec les pays du Mercosur. Mais il semble qu'il y ait des résistances en France. Donc, j'aimerais connaître votre point de vue, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Merci. Je vais peut-être d'abord répondre, Monsieur Lilian Largier et à Vincent Cissé, puis je viendrai à la question de Madame Bricard sur les entreprises ensuite. Il y a des accords de libre-échange, mais il y a notamment le CETA et le Mercosur. Avec le CETA, on ne va pas se raconter l'histoire, il y a deux obstacles, et ces obstacles ne sont pas simplement des obstacles au Sénat. Le premier a trait quand même à la stratégie qui a été suivie par l'exécutif pour la ratification. Je reprends l'histoire. En avril 2018, j'ai reçu le Premier ministre canadien, M. Trudeau.
à cette date, nous avions fait un point. Un vote du Sénat en faveur de la ratification du Sénat nous apparaissait possible. Et je parle sous le contrôle de mes 2 collègues sénateurs. On est en 2018. Quelques mois plus tard, ce chemin s'est devenu beaucoup plus encombré pour passer. D'abord, parce que me semble qu'on a survendu des effets du CETA en se prenant un peu les pieds dans les dispositifs, notamment de protection sanitaire, notamment dans l'utilisation des antibiotiques. Pardonnez aux vétérinaires que je suis de vous dire, et parlant avec des vétérinaires canadiens, et vous le savez bien notamment, puisque la question de l'élevage bovin a été une question extrêmement présente, et notamment sur tous les produits agroalimentaires. Faisons simple. Sans prendre en compte la réalité des modes d'élevage différents entre les 2 pays. Et je crois que c'est un point important. Ensuite, l'exécutif, après un sommet européen, a mêlé le CETA et le Mercosur. Et tout ça fait que, alors que l'Assemblée nationale a ratifié le CETA, on se parle franchement, le gouvernement est persuadé que même si le Sénat a voté le CETA, il serait retoqué aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est ça la réalité, autant qu'on se dise la vérité en toute sincérité. Le second sujet, qui n'est pas que l'exécutif, c'est qu'on n'a pas su répondre, et on a notre part aussi, aux inquiétudes du secteur, et je l'évoquais tout à l'heure, de l'élevage, et notamment du secteur de la viande bovine. Alors qu'il est clair que le secteur viticole ou le secteur issu de l'industrie laitière sont favorisés par le CETA. On a plus gagné au plan agricole dans la phase, j'allais dire, dite provisoire, qu'on a perdu au plan agricole. Le secteur de l'élevage, il faut bien le mesurer, qui connaît en plus des grandes difficultés. C'est sans doute une des filières les moins organisées dans notre pays, dans le domaine agricole. Le secteur de l'élevage est convaincu qu'il y a 2 poids, 2 mesures et que le gouvernement va surtransposer des normes européennes contraignantes pour l'élevage, alors que les produits venant de l'extérieur, du Canada, mais aussi des pays du Mercosur, en seraient dispensés. C'est vraiment dans la tête. Je vous invite à... il n'y a pas eu de salon de l'agriculture cette année, mais vous verriez un salon de l'agriculture sur ces sujets-là. Donc, en fait, tout me paraît avoir été fait pour que le débat sur le CETA ne se déroule pas dans le climat serein. L'ambassadrice du Canada à Paris a tout tenté avec son charme naturel. Elle a tout tenté. Mais je crois qu'il n'y a pas de majorité aujourd'hui, pas plus à l'Assemblée nationale qu'il y en a au Sénat. Nous avions prévu, à l'époque, c'était le président Bizet qui présidait la Commission pour l'Union européenne. Et Christian Cambon, ça parlera au sénateur Del Picchia, nous aurions pu avancer avec quelques amendements et nous avions échangé avec la partie canadienne. Notamment, je reviens sur le sujet d'antibiotiques. Vous voyez, je connais un peu le sujet, puis je connais quelques vétérinaires, notamment au Québec, y compris qui représentent les Français. Donc, nous avions échangé. Et donc, je pense pour le Mercosur, et je voudrais dire à M. Cissé, qui nous parlait du Pérou, hein, c'est bien ça, que l'Union européenne n'est pas prête sur le Mercosur aujourd'hui. Et ça, c'est une appréciation qui transcende tous les clivages. J'entends votre préoccupation pour vendre des produits français, mais les préoccupations de l'ensemble, notamment des secteurs agricoles, sont encore plus fortes pour le Mercosur. Car ils se sentent menacés par la puissance agricole du Mercosur, et en particulier, puisqu'on était il y a un instant avec nos amis du Brésil et nos amis d'Argentine, en particulier du Brésil et de l'Argentine. Peut-être que les solutions sont en partie à rechercher dans certains pays du Mercosur qui ont une fiscalité sur le papier au moins totalement dissuasive. Donc, voilà, pardon de ne pas pouvoir vous donner plus d'espérance,
je vous raconte la vérité vraie, comme elle est. C'est plus compliqué encore pour le Mercosur que pour le CETA. Je pense qu'à un moment, on peut peut-être reprendre, non pas le traité comme il est, mais vous savez, c'est un traité qui doit être ratifié par l'ensemble des pays. La France est un des derniers pays à ne pas l'avoir ratifié, mais il en reste encore quelques-uns. Et je pense que sur ce sujet, il faut sans doute qu'on prenne une autre voie. Je vous réponds très, très franchement. Alors, Madame Bricard, pour les entreprises des Français de l'étranger face au Covid, au fond, vous avez raison. Force est de reconnaître qu'en matière d'aide, c'est plutôt la viduité. Et pourtant, nombre des entreprises de droit local créées par des Français de l'étranger, ça a été rappelé par notre ami au Pérou il y a un instant, achètent des produits français ou sont des relais à l'exportation de produits français. Quand on connaît le déficit de notre commerce extérieur, je veux dire que c'est une contribution très appréciable. Vous avez d'ailleurs des entreprises françaises à l'étranger qui créent même de l'emploi et de l'activité en France. Ça, c'est une réalité. Olivier Cadic connaît ça mieux que quiconque. Le gouvernement sollicite les entrepreneurs quand il en a besoin. Il leur décerne même parfois le titre d'ambassadeur de notre pays. Mais malgré les demandes de vos sénateurs qui, dès le premier confinement, tous les sénateurs, ont interrogé le gouvernement sur les mécanismes d'aide prévus pour les entreprises créées par des Français à l'étranger, je parle hors Union européenne, hein, il n'y a rien d'appliqué aujourd'hui. La délégation aux entreprises du Sénat a adopté en décembre dernier un rapport qui tire la sonnette d'alarme. Vous pouvez le retrouver sur le site du Sénat, car il y a urgence, il y a un certain nombre de faillites. Il serait logique que soient étendues à ces entreprises ces aides accordées aux entreprises exportatrices. Que ces entreprises ne bénéficient pas seulement de micro-aides décernées de façon individuelle à leurs dirigeants au titre de secours d'urgence. Ça n'a rien à voir. Le gouvernement et la majorité à l'Assemblée nationale n'ont pas aujourd'hui répondu à la sollicitation du Sénat. Alors, mes chers collègues sénateurs, nous avons, ça m'a été confirmé hier en conférence des présidents, nous avons quelque chose d'important, c'est que nous avons une loi de finances rectificative qui va venir. Nous venons d'avoir le dépôt de 2 décrets d'avance. Et chers collègues, Cadic, chers collègues Del Picchia, il faut qu'on profite du PLFR, qui va être le soutien aux activités. Pourquoi avoir une loi de finances rectificative? C'est que la prolongation de la pandémie amène aujourd'hui que toutes les prévisions budgétaires vont être dépassées. Et que ce matin même a été déposée devant notre commission des finances une demande de crédit, une demande de crédit d'avance de 7 milliards 100 millions et qu'elle ne va pas être suffisante pour couvrir la poursuite des confinements ou la lenteur des déconfinements. Et qu'il y a peut-être une opportunité, cher Olivier, en tous les cas, je l'ai dit au rapporteur général, pour que nous puissions réintroduire l'aide aux entreprises établies hors de l'Union européenne. Je crois qu'il faut qu'on profite. Cette discussion devrait avoir lieu au mois de juillet, au début du mois de juillet. En tous les cas, c'est une suggestion que je fais. Vous n'avez pas besoin d'une aumône, c'est vrai, mais de garantie ou d'un accès facilité au crédit avec des taux négociés pour répondre à la question que Mme Bricard me posait il y a un instant. Voilà, cher Olivier. Merci beaucoup, Président. Et pour compléter la réponse pour Tania, hier soir, il était tard, près de minuit, j'ai déposé un amendement qui répond très exactement aux demandes qui venaient suite au séisme en Équateur. Donc, pour que les entreprises françaises, suite à un séisme, puissent avoir des crédits garantis par l'AFD. C'est la Commission des affaires étrangères qui a soutenu cet amendement. Donc, j'ai le plaisir de te dire que pour l'instant, c'est voté. Donc, nous allons passer maintenant à la partie… Il faudra qu'on abonde des crédits, par contre. Donc, c'est le rôle du PLFR. C'est ça, tout à fait. Et, je veux dire que l'esprit dont a parlé le Président, donc effectivement que ça puisse être soutenu par l'AFD,
le Sénat est vraiment derrière et pousse dans ce sens-là. Donc, on va dans le bon sens. Là, le côté de la sécurité maintenant, de l'aide sociale. Donc, nous allons à Rio de Janeiro, on reste en Amérique latine. Marie Barros à Rio de Janeiro, conseillère des Français de l'étranger. Marie. Tu m'entends? Est-ce qu'on m'entend? Non, on n'entend pas. Si on n'entend pas Marie, on va passer à Nadine en Nouvelle-Zélande. Nadine Play. Il faut donner le micro. Il semble qu'il y a un problème de... Nadine, je te vois. Mais ah oui, je crois qu'il y a un problème de micro. Appuyez. Bon. Voilà. Vous ne m'aviez pas autorisé à activer le son. Donc, kia ora, de Nouvelle-Zélande. Haʻatua. On a beaucoup de chance ici, on n'est pas trop impacté par le Covid et en écoutant les sujets des intervenants, cela m'a beaucoup intéressé. Donc, bonjour, messieurs les sénateurs, monsieur le président. Donc, en ce qui me concerne, je voudrais poser une question sur les conventions bilatérales. Lorsque nous avons travaillé en France, notre retraite française, souvent minime, si la majorité de notre carrière s'est déroulée à l'étranger, et parfois amputée. Ainsi, en Nouvelle-Zélande, la retraite pour laquelle nous avons cotisé en France est déduite du montant de la retraite universelle que nous recevons en Nouvelle-Zélande à partir de 65 ans. Et ceci, c'est une retraite universelle, donc qui est accessible à tous. Elle n'est pas liée au nombre d'années de cotisation. C'est un exemple, mais dans un cas comme celui-ci, comment faire pour initier une convention bilatérale comme en Australie afin de rétablir une équité? Merci beaucoup. Merci Nadine. Et là, je crois que normalement, on devrait pouvoir récupérer maintenant Marie. Oui. Bravo. Vous m'entendez? Oui, bonjour Rio. C'est bon, c'est bon. Bonjour, bonsoir Monsieur le Président, bonsoir Monsieur le Sénateur, bonsoir à tous mes collègues. Bon, ma question porte sur l'aide sociale. La pandémie a provoqué de la détresse humaine et financière chez beaucoup de nos compatriotes, comme j'ai malheureusement pu le constater, comme tous mes collègues réunis. La réponse du gouvernement a été prompte et satisfaisante dans le soutien aux plus fragiles, notamment à travers du soutien occasionnel de solidarité. Est-ce que ce soutien occasionnel ne devrait-il pas devenir pérenne? Voici ma question. Merci. Merci Marie. Désolée pour ce petit intermède technique. Oui, c'est Marie. Oui, d'accord. C'est pas toi, c'est nous. Président. Alors, je vais commencer par le sujet des retraites. Le calcul des retraites, vous le savez, est parfois très complexe, difficile pour nos compatriotes expatriés qui ont travaillé dans plusieurs pays. Le Centre de liaison européenne et internationale de sécurité sociale, d'abord, peut aider à la reconstitution des carrières. Il faut bien le noter, ce centre, il peut le faire. Tout ce qui a trait à la sécurité sociale n'est jamais simple. On a en effet 600 caisses de sécurité sociale en France et 1500 et 15 000, pardonnez-moi, là je comptais en ancien, 15 000 en Europe. 600 en France, 15 000 en Europe. Actuellement, il existe une cinquantaine d'accords bilatéraux de sécurité sociale qui intègrent la question des retraites. Initier une convention bilatérale relève de l'État et donc de l'ambassade. Je ne connais pas la situation qui prévaut avec la Nouvelle-Zélande. Je vous le dis tout de suite, je ne vais pas faire le savant, je ne le connais pas au moment où vous me posez la question.
Mais demander un accord bilatéral ou l'aménager pour remédier à la difficulté que vous évoquez me paraît être un objectif légitime. Et je pense qu'il faut le faire en lien avec vos élus. Il existe d'autres cas où un accord bilatéral me semble être nécessaire pour quelques autres pays. La seule voie, c'est l'accord bilatéral. En Europe, on a le Centre de liaison européenne et internationale de sécurité sociale, mais je pense qu'il faut aller vers l'accord bilatéral. Alors, sur l'aide sociale, j'ai bien noté que vous portiez une appréciation plutôt positive. Moi, j'ai quand même beaucoup de témoignages, et alors là, et de témoignages directs de vos compatriotes qui m'ont fait part parfois de l'inadéquation entre les besoins et l'aide proposée. En effet, l'aide spéciale Covid, le fameux secours occasionnel de solidarité, qui a été mis à disposition de 50 millions d'euros pour les Français expatriés, n'a été décaissé, somme arrêtée au mois d'avril, qu'à 10%. On n'a décaissé que 5 millions. Et c'est quand même un sujet. Parce que soit il n'y a pas de problème, mais comme on sait qu'il y en a et que nous avons des témoignages, certains de nos compatriotes en situation fragile ont été déclarés non éligibles ou ont reçu des montants dérisoires après avoir rempli des sommes de formulaires. C'est parce qu'on l'a traité comme un sujet d'aide sociale habituel. Et la création d'un fonds d'urgence pour les Français de l'étranger, victimes de catastrophes naturelles, d'événements politiques majeurs, qui servirait à couvrir toutes les situations d'urgence, y compris les risques sanitaires, ça a été voté au Sénat il y a presque un an. Il y aura un an à la fin du mois de juin prochain. Et à l'unanimité, il s'agirait de pouvoir débloquer des fonds immédiatement avec des critères simples et préétablis pour ne pas avoir recours à des secours exceptionnels. La majorité de l'Assemblée nationale n'a pas encore mis à l'ordre du jour. J'ai d'ailleurs saisi Richard Ferrand pour qu'elle inscrive ce fonds. Donc je me pose une première question, chère madame, c'est pourquoi on a déboursé que 10%? C'est qu'on a un système qui doit être lourd, inadapté. Et deuxième, pourquoi ne pas mettre en place ce que le Sénat a voté à l'unanimité, c'est-à-dire la fonds d'urgence pour les Français à l'étranger. C'est vraiment un des objectifs. Et quand vous serez tous élus, c'est un objectif sur lequel il faut qu'on travaille. Merci, Président. Nous allons passer au dernier thème qui concerne justement le numérique, la cybersécurité. Et je passe la parole à Nicolas Brem de République dominicaine. Nicolas. Oui. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, messieurs les sénateurs. Bonjour à toutes et à tous. Ma question porte sur le numérique et la cybersécurité pour les Français établis hors de France. À l'heure où l'on ferme de nombreux bureaux de vote pour les élections consulaires, mon point de vue est que la dématérialisation ne doit pas être la seule solution, la seule réponse en tout cas. La notion de proximité devrait demeurer au cœur de notre pacte social afin de ne pas marginaliser tout un pan de la population expatriée en situation de fragilité physique ou financière. Vous en avez fait état tout à l'heure en parlant des 30% de personnes qui ne sont pas familiarisées avec le numérique. Donc, je pense aussi aux personnes âgées, aux personnes handicapées en premier lieu. Et quel est votre point de vue en ce sens et vos propositions? Juste une anecdote sur Las Terrenas en République dominicaine, le bureau de vote a été fermé et il y a une pétition qui a circulé. Il y a une vraie volonté des gens à aller voter et du coup, ma question porte sur ce point. Allô, allô? Oui? Je réponds tout de suite. Il y avait une autre question, je crois, Olivier. On ne vous entend pas? Olivier?
Pardon, oui, je crois qu'il y a. C'est bon maintenant. Ouais. Pardon, est-ce que tu as. Non, j'arrive à. J'essaye de te redonner. On a entendu la question de Nicolas Brem et il y avait, je crois, un autre orateur qui était prévu. Alain Thévenot. Voilà. Je peux... non. Alain, bah, on va peut-être répondre. Monsieur le Président Larcher. Ah, parfait. Bonjour. Monsieur le sénateur Robert Del Picchia, cher Olivier, mes chers collègues conseillers de tous horizons, bonsoir. Derrière moi, en fond d'écran, la patrouille de France et celle des Émirats arabes unis dans le ciel d'Abu Dhabi. Comme tous les Français de l'étranger et leurs représentants de proximité, je suis un patriote. J'ai pour frontière l'Europe et j'ai le monde pour horizon. Ma question porte à l'échelle du monde sur le nerf de la guerre et le système bancaire. Il existe un problème particulièrement criant lié aux réglementations internationales contre le blanchiment d'argent, fort légitime a priori, mais cela rend les banques extrêmement frileuses et suspicieuses vis-à-vis de tous nos entrepreneurs. Alors, puisqu'il faut être physiquement présent pour ouvrir un compte en France, peut-on accélérer la dématérialisation sur ce point? Et puis, il arrive même qu'on clôture nos comptes de façon totalement arbitraire. Alors, dans ces conditions, comment faire du business sans compte en banque? Merci. Merci Alain. C'était la dernière question, Président. C'est à vous. Bon. D'abord, nous avons déjà abordé cette question du numérique et en partie de la cybersécurité. La fracture numérique existe en France. Elle a ses répliques à l'étranger. J'évoquais tout à l'heure, en répondant à nos interlocuteurs, qu'on est de plus en plus sollicité pour apporter de l'aide à nos compatriotes et soutenir des services consulaires réduits. Le numérique, et je viens à lui, est dans bien des cas un outil efficace. Je voudrais prendre un exemple, parce qu'il est d'actualité, cher Olivier Cadic. Je vais prendre l'exemple du vote électronique. Le vote par Internet a été conçu comme un instrument supplémentaire offert aux électeurs qui résident loin des bureaux de vote et comme une facilité pour la participation de tous, car vous le savez, la participation est un enjeu pour nombre d'élections à l'étranger. Néanmoins, s'appuyer démesurément sur le vote par Internet peut dénaturer sa raison d'être. C'est Robert Del Picchia qui était l'auteur de la proposition de loi qui l'a autorisé, mais il nous avait aussi mis en garde. Le recours au vote électronique est devenu, notamment dans les mains de l'exécutif, un motif pour fermer des bureaux de vote. Quand même que vous le mesuriez. Il n'est même plus une raison suffisante pour maintenir des élections en situation de pandémie. On le voit. Le gouvernement vient de présenter un amendement dans la loi d'urgence sanitaire pour reporter, c'était le sens de la question d'Olivier Cadic cet après-midi, pour reporter en cas de nécessité de 4 mois maximum les élections des conseillers des Français établis hors de France, ce qui pourrait engendrer des distorsions en chaîne entre conseillers élus fin mai et ceux qui seront élus ultérieurement. Ce n'est pas très lisible. Les électeurs et les candidats sont dans l'expectative, puisque le gouvernement pourrait reporter les élections consulaires dans certaines circonscriptions jusqu'au jour du scrutin. Et même lorsque le vote par Internet aura commencé, ça a d'ailleurs été dit cet après-midi même, parce que je présidais la séance et que j'ai entendu la réponse. On peut comprendre d'ailleurs les raisons, parce que nous avons vécu, on a failli le vivre à la veille des élections municipales au mois de mars 2020, en métropole et en Outre-mer. Alors, on a un problème. Comment fonctionnera l'Assemblée des Français de l'étranger? Qui pourra voter pour élire les sénateurs? Le nombre suffisant de conseillers des Français établis hors de France pourra-t-il être élu? Tous ces sujets-là sont aujourd'hui des sujets qui ne doivent pas vous démobiliser, parce que je pense que nous atteindrons, si j'en crois l'analyse qui a été faite par les services du Sénat, un nombre suffisant pour permettre l'élection, en tous les cas, sénatoriale au mois de septembre. Il faudrait qu'il y ait un renouvellement entre 60 et 70% du corps électoral. On va suivre ce dossier avec attention.
C'était tout l'intérêt de la question. Pardonne-moi d'être passé de la cybersécurité du numérique, mais on voit bien qu'au travers de ça, on touche immédiatement l'expression démocratique des Français établis hors de France. On va donc être extrêmement attentif sur un sujet sur lequel, d'ailleurs, il n'est pas impossible que le Conseil constitutionnel ait à donner son avis, sachant qu'une partie sera rétroactive. Olivier Cadic l'a bien mesuré par rapport aux dates et à l'urgence. Mais l'urgence et l'intérêt supérieur peuvent permettre de le pratiquer ainsi. Alors, pour les comptes bancaires, notre ami qui était l'auteur depuis les Émirats, hein, c'est bien ça, nous a montré une magnifique photo qu'on revoit là, avec les couleurs tricolores et je pense le drapeau des Émirats, en tous les cas, les couleurs qui correspondent. Il a le monde pour horizon. C'était mon propos au début. C'est vraiment ce que vous apportez, les Français établis en France. Je faisais part, en répondant à Robert Del Picchia, au risque que nous avons de nous refermer sur nous-mêmes. Et vous nous obligez à être ouverts sur nous-mêmes et à voir le monde pour horizon, pour reprendre la formule d'Olivier Cadic. Alors, les comptes bancaires, ça, la dématérialisation, ce n'est pas le seul sujet. Il y a une question de droit et de principe. Chaque Français a le droit de détenir un compte bancaire. Or, dans certains pays, sans que ce soit apprécié la situation individuelle des titulaires du compte, on a eu des comptes fermés arbitrairement. C'est même parfois la double peine. Vous avez nos compatriotes au Liban, je prends cet exemple, qui n'ont plus accès à leur avoir bancaire et qui ont vu leur compte dans les banques françaises fermés. Je vous jure, il y a des situations de cette nature, par exemple au Liban, rendant impossible toute transaction. Ils ont été privés de ressources. Le président de la République s'était engagé depuis 2017 de remédier à ces dysfonctionnements. Et récemment, fin décembre 2019, en Côte d'Ivoire, j'ai été en Côte d'Ivoire quelques semaines après, le président Macron avait déclaré, j'ai demandé au ministre Bruno Le Maire, je le cite, parce que j'ai repris ses propos et cet engagement au ministre Bruno Le Maire qui m'accompagne, non seulement de trouver une solution, mais de convoquer à cette fin les banques françaises. Il est anormal que les Françaises et les Français ici, il était à Abidjan, soient amenés à aller vers des banques étrangères parce qu'ils sont abandonnés par les banques françaises. Fin de citation. Jusque-là, pas grand-chose, sauf la mobilisation constante de vos sénateurs qui ont interpellé le gouverneur de la Banque de France, qui vient d'apporter une première réponse sur, en quelque sorte, le droit au compte. Mais il n'évoque dans sa réponse que les opérations privées et pas les opérations qui peuvent intervenir dans le cadre de l'activité d'une entreprise ou professionnelle. Il faut que les banques, en fait, fassent preuve de discernement. Elles ne devraient pas fermer des comptes en fonction de critères appliqués automatiquement selon le pays de résidence concerné. Je dois vous dire que je viens de saisir le président de la Fédération bancaire française pour le sensibiliser. Car la réponse de M. Villeroy de Galhau, réponse qui correspond au droit, il faut qu'elle s'étende à l'attitude vis-à-vis des entreprises et vis-à-vis des activités professionnelles. C'est un point, à mon avis, très, très important. Et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple, en plus de nos amis qui résident au Liban, parce que c'est une vraie réalité aujourd'hui. Ils n'ont plus accès à leurs avoirs au Liban et pas accès à un compte bancaire en France. Vous voyez que la situation devient folle. Donc voilà. Voilà, cher Olivier Cadic, j'ai tenté de répondre, j'ai pris quelques engagements, j'en serai comptable devant vous. Et puis il y a des choses qu'il faut qu'on conduise ensemble. Et en tous les cas, parce que tous ces amis, c'est un moment important de l'expression de la démocratie, c'est un engagement. Vous engagez pour représenter les autres, c'est quelque chose d'important. Et sachez que le Sénat, ce n'est pas simplement des propos en vidéo. Peut-être qu'on aura l'occasion, si Olivier Cadic le réorganise dans quelques mois, d'échanger très directement. J'ai une passion modérée pour la visio, mais elle nous permet de passer de Nouvelle-Zélande aux Pays-Bas tout à l'heure extrêmement rapidement. Mais c'est aussi le plaisir un jour de vous retrouver à Paris.
qui serait aussi l'occasion d'échange. Voilà, cher Olivier Cadic, cher Robert Del Picchia. Merci beaucoup, Président, pour vraiment cet effort. C'est vraiment de nous avoir nourris. C'est pas un effort, c'est un plaisir et ça me réveille en plus sur quelques sujets. Voilà. Nous, on a parlé de Monde pour Horizon et avec Robert, on a le Monde pour Circonscription. Et donc, Robert, au moment de conclure, si tu le souhaites, nous dire un petit mot pour conclure. Oui, merci Olivier. Merci à Gérard et merci d'avoir rappelé un peu tout ce que le Sénat fait pour les Français de l'étranger, le vote Internet. Je rappelle aussi que c'est grâce au Sénat qu'il y a eu des députés des Français de l'étranger, parce que tout le monde était contre et on était pour au Sénat. On a appuyé justement le truc. Et pour ce qui concerne le vote Internet, tu parlais du président Chirac, c'est lui qui a tapé sur la table alors que personne n'en voulait. Et que on est arrivé. Voilà, je voulais seulement le rappeler. Et merci à tout le monde, merci à Olivier de l'idée et merci à tous les participants, car ça m'a rappelé aussi, ça m'a remis dans le bain, parce que depuis quelques mois, j'étais un peu sur la touche, mais ça m'a remis dans le bain de tous les problèmes que vous avez, que je connais et que je poursuis, et que Olivia Richard, ma fidèle assistante, remet sur le tapis chaque fois qu'il faut faire quelque chose. Et nous le faisons aussi avec Olivier et les autres amis sénateurs dans la Commission des Affaires étrangères et ailleurs. Merci, Président, encore une fois, pour ta disponibilité. Merci. Merci, Robert. Merci à tous et au revoir et à bientôt. Au revoir. Le monde est une chance. Au revoir, Président. Au revoir.